Bon après-midi à tous. Bon, les objectifs d'apprentissage de cette présentation sont que vous compreniez ce qui ne va pas avec notre air intérieur, que vous vous familiarisez avec la sensibilité chimique multiple et que vous trouviez des moyens d'améliorer la qualité de l'air. La question, c'est à quel point il est acceptable l'air intérieur. Regardons premièrement le code de construction. L'examen de tout d'abord de la code de construction est tout d'abord l'objectif de protéger la santé et la sécurité publique. En ce qui concerne la qualité de l'air, les codes se référant généralement à la norme 62.1 de l'American Society Heating and Refrigerating and Air Conditioning Engineering, relative à la ventilation pour la qualité acceptable de l'air intérieur. Il s'agit de la norme communément acceptée par les architectes et les ingénieurs en tant que la meilleure pratique dans le monde entier. Alors maintenant, parlons de ce code 62.1 ou 62.2, qui est la version résidentielle qui définit la qualité acceptable de l'air intérieur. Celle stipule qu'il ne doit pas y avoir de contaminants connus à des concentrations nocives comme déterminées par les autorités de compétence qui sont définies comme une agence ou une organisation ayant l'expertise et la compétence pour établir et réglementer les limites pour les contaminants en suspension dans l'air, mais certaines concentrations importantes de polluants ne sont pas spécifiquement abordées, comme la contamination par l'air extérieur ou le mélange des polluants qui nous rencontrent dans la vie réelle. Au lieu de cela, elle définit la qualité acceptable de l'air intérieur comme étant une qualité d'air pour laquelle 80% ou plus des personnes exposées n'expriment pas d'insatisfaction. C'est tout. Santé Canada, qualité de l'air intérieur dans les immeubles et de bureaux, guide technique en 1995. Santé Canada est une autorité compétente. En 1995, il a publié un guide technique sur la qualité de l'air intérieur dans les immeubles de bureaux qui date de 28 ans et est magnifiquement dépassé. Il est maintenant dirigé à un nouveau guide technique qui est soumis à l'avis public en ligne jusqu'au 9 avril. Vous pouvez le consulter à faire de vos propres commentaires. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est défectueux avec l'air intérieur? La qualité de l'air de votre maison dépend de l'endroit où vous vivez. Par exemple, les changements climatiques peuvent augmenter l'ozone troposphérique et la quantité d'allergènes présents dans l'extérieur de la qualité de l'air dépend également de la région dans laquelle vous vivez. Il y a des différences entre de l'air urbain et urbain. Il est affecté énormément par des produits X, les combustibles, les transports, etc. Dépendamment de votre environnement, à quoi ressemble le trafic? À quel point vous restez proche à des routes utilisées de cette façon? On le sait que l'air urbain est plus pollué que autre. 82% des Canadiens vivant dans les communautés urbaines. C'est très important car les preuves des effets néfastes sur la santé de très faibles concentrations de polluants atmosphériques courants sont solides. En fait, il n'existe pas de seuil d'exposition sécuritaire connu. Les principaux polluants extérieurs sont les gaz et les particules. Les gaz comprenant notamment les oxydes d'azote, en particulier dioxyde d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre, le monodix de carbone, les hydrocarbures polyaromatiques et les composantes organiques volatiles. Les astériques sont placés à côté du dioxyde d'azote, de l'azote et des particules, car il est prouvé que ces trois substances ont un impact important sur la santé. L'exposition à ces gaz et ces particules est continue, mais fluide avec des niveaux de ratio qui varient. Ensemble, leur influence est additive, mais pourrait même être synergique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique est l'un des 5 principaux facteurs de risque de maladies chroniques non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurodégénératives. Les 4 premiers sont très méconnus. Le tabagisme, les régimes alimentaires malsains, inactivité physique et l'usage notif de l'alcool. La pollution de l'air fait désormais partie des 5 premières causes. De nombreuses maladies chroniques sont associées à une exposition prolongée à la pollution de l'air extérieur. Cependant, les gens passent à 90% de leur temps à l'intérieur, ce qui signifie que nos études d'impact de ces expositions à long terme à l'air extérieur sur la personne qui sont
à l'intérieur, dans laquelle mesure l'enveloppe du bâtiment, filtre tel que l'air extérieur. Environ 65% des particules extérieures de 2,5 microns sont inhalées à l'intérieur. Les particules ultra fines inférieures à 0,1 micron aux nanoparticules sont moins bien filtrées. Ce n'est pas seulement les plus abondants des particules, c'est aussi le plus toxique. Voici un très beau diagramme qui compare les différentes tailles des particules dans l'air. La plus petite chose que nous pouvons voir, c'est environ 50 microns. La largeur d'un cheveu est 100 microns. Lorsque nous étudions les effets des particules pour la santé, nous commençons à 10 microns, ce qui correspond à la taille d'une grande cellule. La taille la plus fréquente étudiée est de 2,5 microns ou moins, ce qui correspond à la taille d'une bactérie. Les particules pouvant être inférieures à 0,1 micron, soit la taille d'un virus, voire plus petite encore, ou ce qu'on appelle une particule ultra fine et nanoparticulaire. Les bâtiments ne sont pas étanches. L'air extérieur et ses polluants pouvant s'infiltrer dans l'environnement, l'intérieur en passant sous les portes, par les fissures dans les structures et autour des fenêtres qui ne sont pas parfaitement étanches. Il est apporté par la ventilation mécanique ou certainement dans les maisons lorsque nous ouvrons la fenêtre et les portes. La structure du bâtiment peut filtrer les polluants de l'air extérieur, mais la qualité de l'air intérieur est un fait pire que celle de l'extérieur. Les principaux facteurs affectés à la qualité de l'air intérieur sont la qualité de l'air extérieur. Les éléments que nous introduisons dans l'environnement intérieur et qui le contaminent, les matériaux de construction, le mobilier, les divers types d'équipements intérieurs et qui dégageant des substances chimiques. Les produits chimiques présents dans l'air intérieur comprenant les composés organiques volatiles. Il s'agit de tous les composantes chimiques organiques qui peuvent s'évaporer dans les conditions intérieures normales. Le terme organique signifie simplement que les molécules contiennent du carbone. Certains de ces produits chimiques sont composés organiques semi-volatiles, ce qui signifie qu'ils ont tendance à se répartir ou à retourner dans la phase solide lorsqu'ils sont en contact avec des surfaces telles que les poussières et les particules. En fait, lorsqu'ils sont étant attachés aux particules ultrafines présentes dans l'air, ils pouvant être transférés directement et facilement dans le sang et le cerveau. Les composantes organiques volatiles sont présents à l'extérieur en raison de la combustion et des combustibles fossiles, mais le COV sont les principes émissions de divers produits de consommation et d'industrie, collectivement connus sous le nom de produits chimiques volatiles. Ils sont 2 à 5 fois plus présents dans l'environnement intérieur où trouve jusqu'à 50 COV, différentes dans plus de la moitié des foyers canadiens. Ils prouvent principalement des sources intérieures. Il s'agit notamment de ceux qui sont facilement indéfinables par les odeurs, comme les parfums et les produits parfumés utilisés par les habitants. Mais il existe également des COV plus difficiles à détecter, prouvant à l'emblement des meubles, des tapis, des adhésifs, des rideaux, des stores et des matériaux de construction tels que produits de l'énergie. Il y a plus de 300 produits chimiques qui ont été identifiés dans l'environnement intérieur, mais plus de 40% d'entre eux ne font pas l'objet de normes sanitaires. Et celles qui existent sont basées sur des expositions uniques en milieu professionnel. Nous ne disposons d'aucune norme sanitaire pertinente pour le CSO-VS à l'extérieur des bâtiments et nous n'avons pas de normes pour les mélanges des produits chimiques dans le monde réel. La norme de la ventilation de l'ACERE ne nous protégeant pas de suffisamment des expositions chimiques de l'air intérieur, elle disant qu'il ne devrait pas y avoir de contaminants connus dans la concentration nocive, mais les autorités compétentes ne pouvant pas réglementer les limites qui n'ont pas encore été établies. Cette image des particules en fonction de leur taille permet d'expliquer certains points. Les COV et surtout les COSVS pouvant s'absorber ou se le coller à la surface des particules. Il s'agit d'une règle physique de base selon laquelle les particules plus petites ayant une masse moindre, elles auront une surface relative plus grande. Les particules ultrafines ont la plus grande surface relative et transportent donc les plus grandes quantités de matériaux potentiellement toxiques à absorber, tels que les COV et les COSVS. Les particules grossières sont filtrées dans les voies respiratoires supérieures et ne s'infiltrant pas
profondément dans les poumons. Elles pouvant provoquer une irritation locale au contact dans le système respiratoire supérieur. Les particules fines de 2,5 microns pouvant pénétrer les profondeurs dans les parties les plus profondes des poumons et même dans les alvéoles. Les sacs aériennes où s'affecte l'échange d'oxygène et dioxyde de carbone et certains pouvant pénétrer dans la circulation sanguine. Mais les particules ultrafines, qui sont les plus abondantes, franchissant facilement les barrières de protection pour pénétrer dans la circulation sanguine et favorisent la translocation des substances chimiques absorbées dans l'organisme. Cette image montre que nous sommes exposés à des polluants chimiques tout au long de notre vie. Une multitude de produits chimiques divers provenant de sources externes comme l'air intérieur, l'air extérieur, notre alimentation, l'eau, les médicaments que nous prenons et les produits de soins personnels que nous appliquons sur notre corps. Le terme utilisé pour calculer tout, c'est l'exposition ou l'expose. C'est l'étude des exposants de l'utérus à la tombe. Le fait, c'est que tout le monde est contaminé avec des produits chimiques. Le Nord-américain moyen en contient jusqu'à 200. Certains de ces produits chimiques se désintoxent lentement, certains pouvant être éliminés rapidement, mais si notre exposition est constante, comme les plastifiants tels que le BPA, ils sont toujours présents dans 98% des populations. Et les substances de BPA ne sont pas meilleur. Les produits chimiques solubles dans l'eau sont facilement excrétés par les reins, mais beaucoup sont lipophiles, c'est-à-dire qu'ils sont absorbés par les graisses et les bulles. L'impact sur notre santé de l'exposition à des substances chimiques potentiellement nocives est lié à la fois à la dose et la durée de l'exposition et à notre capacité de détoxifier ces éléments. Je ne vais pas lire tous ces pesticides, mais en les relisant, vous allez pouvoir voir qu'il y a assez de chimiques nocifs. Ce que nous avons, nos études sur l'évolution nous ont appris que les cellules et l'organisme ont survécu et évolué en étant capables de se protéger contre l'environnement changement. Elles pouvant détecter des composantes toxiques parce que parce qu'elles sont dotées de capteurs sur les membranes cellulaires. Certains de ces produits chimiques sont de sous-produits endogènes du métabolisme cellulaire. D'autres sont étrangers, produits par des sources externes. Lorsque sont détectés, ces composantes stimulent le système de détoxification cellulaire afin que les substances chimiques puissent biotransformer, une décomposition et une élimination. Et si les cellules individuelles n'y parviennent pas, elles rejettent les substances chimiques dans la circulation sanguine pour que le travail soit achevé par le foie qui est spécialisé dans la détoxification, puis éliminé par les reins. La détoxification est une caractéristique fondamentale et essentielle des mécanismes de défense inhérents à chaque cellule. Lorsque, Lorsqu'elle est débordée ou inadéquate, elle peut induire ou augmenter les dommages cellulaires. Ce phénomène est également connu sous le nom de stress oxydatif. Il s'agit de la principale voie de développement des maladies chroniques associées à la pollution d'air. Une désintoxication efficace se produit lorsque les toxines présentes dans notre corps sont contrebalancées par des antioxydants ou elles nécessitent de manger beaucoup de fruits et de légumes. Notre capacité de nous désintoxifier de manière adéquate est réduite en cas de charge accrue due aux exposants ou si le soutien nutritionnel est inadéquat en raison d'une consommation insuffisante d'antioxydants ou si les génotypes de désintoxication est une variante de la normale. Certaines d'entre nous sont tout simplement plus aptes à se détoxifier que d'autres. La pollution peut donc avoir une influence sur le développement d'une variété de troubles, incluant l'ostéosclérose, le dysfonctionnement de la paroi des vaisseaux sanguins, l'hypertension artérielle, la maladie neurodégénérative, neurodéveloppementale, les migraines chroniques, les allergènes, l'obésité liée à la population. Nous sommes plus susceptibles de développer des maladies rhumatismales, des maladies dégénératives des articulations, les maladies gastro-intestinales telles que la stéatose hépatique non alcoolisée, les maladies inflammatoires, toutes sortes de conditions associées à l'environnement et l'exposition à et l'exposition de ces polluants.
il y a des preuves que toutes ces conditions sont associées à l'exposition à la pollution. Alors, qu'est-ce qui est la sensibilité chimique? Qu'est-ce qui est la sensibilité chimique multiple? Le SCM est une maladie acquise. La personne atteinte de SCM décrivant de multiples symptômes spécifiques impliquant le plus souvent le système nerveux central et le système respiratoire. Les caractéristiques communes est que la provocation des systèmes est liée à l'exposition faible de niveaux de produits chimiques, des produits chimiques qui sont communes et omniprésentes, qui étant auparavant tolérées ou tolérées par d'autres gens. Les symptômes les plus courants sont des migraines, les troubles cognitifs tels que la difficulté de concentration, les difficultés respiratoires telles que l'essoufflement, la toux, la respiration sifflant et la congestion nasale, ainsi que les symptômes tels que la nausée, des palpitations cardiaques et les problèmes de peau. Les plus courants, les enjeux les plus courants sont les COV, en particulier ceux que l'on trouve couramment dans l'air intérieur, notamment les produits parfumés que l'on identifie facilement par leurs odeurs. Il n'y a pas de biomarqueurs à l'examen physique et laboratoire pour aider les diagnostics. Le fait d'éviter des déclencheurs chimiques à cause de l'SCM inférieur interfère avec la capacité d'une personne à effectuer les activités fondamentales de la vie quotidienne, comme aller au travail, faire les courses ou participer dans des activités sociales, être capable d'utiliser les transports en commun et même se rendre à des établissements médicaux. Les personnes atteintes de SCM sont souvent confinées à des scepticismes de personnes qui ne les croyant pas ou les soutiennent pas. Ça peut être des amis, des membres de famille, des collègues de travail et des professionnels de la santé. En conséquent, il est souvent demandé aux personnes atteintes de SCM d'éviter les environnements sociaux et professionnels en raison de l'utilisation répandue des produits chimiques et de la réticence des gens à limiter les utilisations de ces produits chimiques. Cette situation entraîne une stigmatisation, la perte d'activité d'utile et productive, isolement social, des pertes financières et des sentiments d'anxiété et de dépression. En conséquent, les personnes atteintes de SCM sont plus que frustrées par les obstacles auxquels elles ont dû faire face et beaucoup sont dévastées par les pertes qu'elles ont accumulées. Tout le monde peut contracter la sensibilité chimique multiple, y compris les enfants. Mais le cohérent le plus souvent touché est celle des femmes âge moyenne, qui sont plus susceptibles de connaître la pauvreté et d'être en mauvaise désintoxication. Il s'agit de 7 études publiées, s'il vous intéresse, qui démontrent que les patients de SMC et avec des groupes de contrôle pour la détoxification. Les maladies non transmissibles liées à la pollution de l'air sont également associées dans des variants de désintoxication. Il s'agit notamment de maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des troubles neurodégénératifs, la maladie rénale chronique, l'infertilité masculine, du risque de spanial bifida fœtal et plusieurs sortes de cancers et bien sûr plusieurs sensibilités chimiques multiples. Et voici une douzaine d'articles montrant que l'association des maladies non transmises avec des variations génétiques dans la désidentification. Peut-on réellement devenir sensible aux produits chimiques? Le fait d'être sensible à des faibles doses d'exposition ne correspond pas à la toxicologie traditionnelle, selon laquelle c'est la dose qui fait le poison. Même l'eau peut être toxique si la quantité que vous buvez est trop importante et diluée avec vos électrolytes. Mais ce paradigme est vieux de 500 ans. Il est en taille de charge parce que nous savons maintenant que ces produits chimiques peuvent aussi avoir des effets à faible dose. De nombreux produits chimiques décrits comme des perturbants endocriniens, c'est-à-dire qu'il est inférieur à la fonctionnement, inférieur avec le fonctionnement des hormones, sont un exemple de produits chimiques qui peuvent avoir des effets indifférents à faible dose. On estime qu'il existe au moins 1000. L'une des sources reconnues d'exposition humaine est la contamination de l'air et de la poussière par les matériaux de construction ambulants. Il s'agit notamment des phtalates, des PCB, qui ont été interdits dans les années 70, mais sont toujours persistants dans l'environnement. Des retardants de flammes bombées ou qui ont été interdits plus récemment par des produits architecturaux.
Vous voyez ici, on démontre qu'il peut y avoir certains produits qui vont se rattacher à une cellule et les récepteurs. Dans cet exemple, l'hormone A de cette structure rentre parfaitement dans un récepteur qui peut être interprété mal par la cellule. Un autre chimique, ainsi de suite, qui ne rentre pas, mais peut être attaché à un autre récepteur qui envoie un autre message. Les disrupteurs endocrines rentrent ou qui ne devraient pas être rentrés et peut même mimiquer certains messages d'hormones. Il est convenu de souligner que les pollutants chimiques peuvent être liés à d'autres types de récepteurs à faible dose. Par conséquent, si un produit chimique étranger a l'affinité de se lier à un récepteur, il peut le stimuler et provoquer des changements dans la signalisation de et le fonctionnement cellulaire. Il et même des doses très faibles, mais répétées, pouvant inciter la cellule à produire encore plus de ces récepteurs, ce qui l'on appelle la régulation de la hausse, qui se traduit par une capacité accrue de détecter des produits chimiques et par une augmentation de réponse à la cellule au message perçu. En 2021, les docteurs David Julius et Artem Patapoutine ont reçu le prix Nobel de philologie ou de médecine grâce à leur découverte d'une famille de récepteurs appelés récepteurs potentiels transitoires qui on va référer tout simplement à TRP. Cette découverte nous a permis de comprendre la base moléculaire de la convention des stimuli sensoriels par les nerfs ou en signaux perçus par le cerveau. Ces récepteurs répondent à multiples stimuli chimiques et physiques et transmettent les signaux aux cellules. Le plus important est la preuve solide que ces récepteurs chimiosensibles peuvent être sensibilisés. Il existe aujourd'hui 20 études publiées dans des revues de comités de lecture qui montrent que des deux membres de famille TRP, les récepteurs TRPV1 et TRPA1, ont sensibilisé dans le cas de la SCM. En 2021, le ministère de la Santé du gouvernement de l'Alberta a publié les résultats d'un examen systématique de la SCM, une revue systématique et une méthodologie scientifique qui consiste à rassembler de manière transparente toutes les études et tous les commentaires publiés et examens par des pairs sur un sujet particulier ou une question à laquelle il faut répondre, à évaluer la validité et la solidité de chaque document, puis à résumer et à rassembler les manières objectives ce que les réels à la littérature. Dans ce cas, c'est qu'il est démontré que le SM existe, que ce soit un système psychologique ou biologique. Et si c'est le cas, quels mécanismes sont impliqués? Le poids de preuve de cette revue systématique est clair. La sensibilité chimique multiple est due à une sensibilité neurologique aux produits chimiques avec des changements dans leur traitement olfactif. Les personnes qui atteintes de SCM sont vraiment les canaris proverbiaux dans la mine de charbon. Ils nous avertissent que notre exposition quotidienne à des produits chimiques omniprésents n'est pas sans danger. La différence est que le reste d'entre nous ne restant les effets à l'exposition des produits chimiques et lorsqu'il est trop tard. Les données recueillies par Statistique Canada dans les cadres de l'enquête sur la santé de la collective canadienne sur une période de 20 ans démontrent que le pourcentage et la prévalence des Canadiens diagnostiqués avec le CM a presque doublé. Malheureusement, il y a encore des gens qui croient à tort que la cause de la responsabilité chimique multiple et à l'anxiété devrait être traitée en conséquence. Notez qu'un tiers des patients atteints d'SM développent des problèmes émotionnels après l'apparition des symptômes physiques, ce qui n'est pas surprenant étant donné l'effet dévastateur de cela peut avoir sur la qualité de vie. Il est évident que la cause d'un problème ne peut pas souvenir après le problème soit déjà apparu. Le recours à une psychothérapie au soutien pour aider les gens atteints par la SCM va démontrer une efficacité comme on le montre en rapport de 6 à 1 entre la probabilité d'aider à seule de nuire. L'utilisation de psychothérapie comme traitement peut guérir la sensibilité chimique multiple, le fonctionnement pas, mais elle peut être nuisible si le patient atteint la sensibilité chimique multiple ne se sans stigmatiser. C'est juste dans votre tête. Le SMC, c'est reconnu comme un handicap médical par la Commission des droits de l'homme et d'autres commissions canadiennes. Et il recommande que les patients et les travailleurs doivent
à être déplacés vers une accommodation sans être tolérés ou sans inciter leurs symptômes. Le rapport d'aide préjugé pour l'éviter des produits chimiques est de 119 à 1 et avoir un espace de vie sans produits chimiques et approuvé par les patients comme la gestion les plus bénéfiques avec les rapports de 155 à 1. Il est clair que nous devons donner un espace pour vivre aux gens qui sont atteints de SMC, qui est aussi libre d'espace pour accommoder les besoins individuels. Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut construire des logements multigénérationnels pour empêcher ces enjeux d'arriver? Est-ce qu'on devrait amener plus d'air à l'extérieur? Est-ce qu'on devrait le filtrer? Quelle sorte de filtre on devrait utiliser? Est-ce qu'on devrait filtrer l'air recyclé aussi? Et apparemment, c'est la façon la moins efficace. Et si on améliore la ventilation, on sait que ça augmente la productivité. Alors, le coût d'augmenter la consommation d'énergie va être absorbé dans des grands bâtiments, mais quel impact est-ce que le réchauffement climatique va avoir et qu'est-ce que nous devons faire pour contaminer maintenant l'air extérieur avec l'air intérieur? Les filtres à l'air sont très bons à réduire certains polluants à l'intérieur pour des virus et certains autres produits, mais sont moins efficaces si vous avez SMC. Est-ce qu'on devrait avoir des filtres qui sont beaucoup plus évalués à filtrer plus que le MRV de 13? Puis en tout et partout, est-ce que le COV dans l'ozone peuvent être filtrés par le charbon actif ou l'oxydation photocatalytique. La contribution des COV intérieurs à l'air extérieur est importante. Les COV extérieurs contribuent au développement de l'ozone et des aérosols organiques secondaires des véhicules. Mais nous avons fait du bon travail à légiférer sous les émissions de la COV des gaz échappants des véhicules et nous avons réduit les niveaux de l'air extérieur au cours des 20 dernières années. Mais aujourd'hui, les COV intérieurs rejetés dans l'air extérieur contribuent à hauteur de 80% au COV extérieur en fonction de la densité de la population. Ce que nous devons faire, c'est éliminer autant que possible les sources intérieures des polluants chimiques. Nous devons promouvoir des changements dans le comportement humain et lançant à l'application des politiques d'élimination des odeurs pour y parvenir. Il faut éduquer le public. Il doit comprendre pourquoi. Il doit être également mieux informé sur le choix des produits qu'il fait. Et, mais pour être mieux informé, il faut de la transparence et l'étiquetage des polluants contenus dans les produits qu'il achète. Il est peut-être le temps de modifier les lois relatives à la propriété des parfums, des produits parfumés et des matériaux de construction et d'ameublement, car la protection de la santé des consommateurs devrait être la priorité. Nous avons également besoin de produits de construction et d'ameublement plus sûrs. Il contient en effet des sources importantes de pollution d'air tant qu'à l'intérieur et à l'extérieur. Ce graphique est titré d'un article publié très récemment qui montre l'augmentation de la qualité des COV dans l'air intérieur due à l'utilisation de cosmétiques et d'articles de toilette en Angleterre au cours des 20 dernières années. Les gens connaissant probablement pas l'effet négatif de la santé qu'ils mettent dans l'air puisqu'à un manque de transparence. D'autre part, la communication et l'éducation transparente pouvant inciter le marché à changer. Voici le graphique extrait du même document publié récemment qui montre une réduction de près de 50% de la quantité de COV dans l'air intérieur provenant de la peinture au cours de 20 dernières années. De nombreux consommateurs connaissant désormais les peintures faibles teneurs en COV lorsque le marché a été mieux informé et que les gens ont commencé à demander des peintures faibles en teneur COV. L'industrie a réagi et réduisant les prix. Voici donc un défi pour vous et lancé. À vous, les acteurs du secteur de la construction, cliquez et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de l'air?